Plus d'autres demandes de prise de parole, donc la parole est au rapporteur. Merci Président, merci à toutes et tous de vos interventions concernées. Liliane, les EHPAD, tu as tout à fait raison de le souligner, c'était un peu un acteur absent des projets alimentaires qui se concentraient surtout sur les écoles. Alors nous, on a la compétence des collèges, on a un lien direct avec les EHPAD, et il est tout à fait naturel, même si c'était pas prévu à la base, comme quoi on sait aussi s'adapter en fonction de ce qu'on peut repérer comme besoin sur notre territoire, d'y ajouter les EHPAD. Je prends deux exemples. Nous finançons avec la Chambre d'agriculture, on finance la Chambre d'agriculture via le réseau Manger Local pour aller faire des formations dans les EHPAD sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça me paraît assez concret. Deuxième point, nous finançons des projets de structuration de la filière lentilles légumineuses sur les protéines pour aller vers les publics qui ont besoin de protéines végétales dans ces établissements. Ça me paraît aussi assez concret. Enfin, on a le groupement de commandes. C'est pas pour rien que 7 EHPAD ont voulu rentrer dans le groupement de commandes avec des lots qui les concernent directement. Alors un EHPAD, c'est pas pareil qu'un collège, il y a des spécificités. Il faut qu'on apprenne en chemin avec eux à travailler ces questions-là. Monsieur Dugravaux, cher Philippe, je vous trouve dur, et je vais m'expliquer. Vous parlez de catalogue de communication, vous parlez de phasage tricoté dans le temps. D'abord vous dire que les projets alimentaires sont le fait de 30 départements en France de tous bords politiques. C'est pas la Loire-Atlantique qui s'est dit nous allons établir ce dossier tout seul dans notre coin parce que on est super, etc. Non, c'est un ensemble de départements qui ont retenu ce thème alimentaire comme urgent et qui ont travaillé le sujet. Ensuite, je vous trouve dur pour les services. J'ai passé 2 ans, voire 3 ans à leur côté dans l'élaboration de ce document, que vous pouvez lire en entier si vous le voulez, on pourra en discuter après. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Ce n'est pas un catalogue de communication, c'est un travail précis qui apporte de la donnée, des connaissances et des actions futures pour notre territoire. Et puis, je pense que ce projet alimentaire et agricole est peut-être plus travaillé dans le phasage qu'une certaine loi d'orientation agricole dont on ne sait même pas sur ce quoi elle va aboutir, rien sur les installations, rien sur le revenu juste, rien sur les risques climatiques. Voilà, donc bon. Ensuite, le terme durable. Il apparaît 124 fois, ma foi, tant mieux. Je veux dire, je sais pas dans quel monde vous pensez qu'on vit, mais heureusement que le terme durable apparaît plus que insécurité alimentaire. Voilà. Sur les SICO, etc. Les signes de qualité. C'est un débat. C'est un vrai débat. J'estime aujourd'hui que le label biologique, après avoir regardé le cahier des charges, m'être intéressé sur le terrain, est le label qui encadre le mieux les conditions de travail qui protègent les ressources du territoire, c'est avec 1% de la qualité de l'eau est bonne dans notre département, et qui rémunère le plus justement possible les agriculteurs. C'est dans la charte, dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. Après, il y a d'autres signes de qualité, ils ne sont pas exclus. Ils ne sont pas exclus à la fois de Egalim et ils ne sont pas exclus de notre politique. On a les SICO, les appellations d'origine protégées, on a tout un tas de labels qui sont pris en compte. Sur l'installation. Alors c'est un débat aussi. Moi ça m'inquiète beaucoup ce sujet. Parce que c'est quelque chose qui se faisait par filiation, finalement de manière un peu automatique. Il n'y avait pas véritablement de service public ou d'accompagnement de la transmission d'une ferme d'un père vers son fils. Ou d'un père ou d'une mère vers sa fille. C'était plus rarement le cas, même si les temps changent aujourd'hui, et tant mieux. Aujourd'hui, il n'y a personne qui s'occupe de ça, à part la Chambre d'agriculture, en effet, mais qui est un peu dépassé quand même. Et dans les Péans, on a pu installer 22 jeunes, par exemple, dans le Péan vers la presqu'île. Donc on est bien aux côtés des EPCI et de la Chambre pour installer des jeunes, et on ne sera pas de trop, tant l'enjeu est colossal. 10%, moins 10% dans les filières agricoles dans les lycées. Les élèves boudent cette filière. 49% des agriculteurs vont avoir 50 ans. Ils vont partir à la retraite. 26%, moins 26% de fermes sur le territoire en 10 ans. Moins 26% de fermes.
Donc oui, c'est le domaine de la Chambre d'agriculture, mais quand à un moment, un dossier aussi urgent, aussi brûlant arrive sur la table, il faut que chacun et chacune sur un territoire, on puisse s'emparer du sujet. Sur le budget, vous le dites vous-même que ça augmente, donc je ne commente pas, tant mieux. Sur les conditions climatiques que subissent aujourd'hui nos agriculteurs, enfin, faut pas inverser les rôles, c'est-à-dire que s'ils sont aujourd'hui en difficulté économique sur leur exploitation du fait de risques climatiques et des aléas, que ce soit la grêle, les fortes pluies, la canicule, c'est pas à cause des écologistes ou des socialistes ou de la gauche, c'est à cause d'un modèle alimentaire qui a fait qu'on dépend à 90% du pétrole et qu'on émet des gaz à effet de serre. L'agriculture est le premier pilier mondial de rejet de gaz à effet de serre. L'élevage constitue 73% des gaz à effet de serre sur notre territoire. Cher Jean-Luc, tu soulignes les payants, et je crois là que nous avons un outil qui peut peut-être rassembler plus dans cet hémicycle. Nous avons en effet 3 payants. Nous sommes le seul département en France aujourd'hui à avoir autant d'hectares. Je crois que nous arrivons à peu près à 30 000 hectares. Nous avons 2 projets en cours d'élaboration. Un à l'ouest de l'agglomération nantaise et un dans le pays de Ré autour de Pornic. On peut mesurer aujourd'hui les avantages, les atouts de ces périmètres de protection. Sans ces périmètres de protection de foncier nourricier, derrière, c'est pas la peine d'élaborer une stratégie alimentaire pour nos cantines. Il nous faut des producteurs, il nous faut des jeunes qui s'installent, il nous faut des zones qui préservent ces terres de l'artificialisation. Et je crois que notre collectivité est en premier et agit sur cette question. Vincent, tu termines ton commentaire en parlant de nous rassembler. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message dans la présentation du projet alimentaire. Si on ne se rassemble pas aujourd'hui dans la société sur certaines thématiques pour notre territoire et nos populations, ça va être très compliqué. Il faut qu'on sache travailler ensemble, à la fois pour préserver nos ressources communes et à la fois pour faire avancer la revitalisation du système alimentaire dans chaque commune. Laïla, labourer le territoire. Alors, je ne sais pas si on a labouré le territoire, j'entends la métaphore agricole. En tout cas, ce projet alimentaire et agricole du département a été fait conjointement avec les acteurs du territoire. Nous les avons réunis, ils ont pu participer. Nous sommes déplacés beaucoup avec Jean-Luc sur les fermes, à la rencontre de tous les syndicats agricoles, à la rencontre de tout type de système de production. Chloé, bon, je répète pas ce que tu as pu dire sur l'agriculture biologique. Je crois qu'il y a urgence aujourd'hui. On a dépassé 6 limites planétaires sur les 9 qui rendent possible la continuité de la survie sur Terre. Parmi ces 6 limites planétaires, il y en a 6 qui concernent l'agriculture. Voilà. Et puis, Monsieur Amayan, cher Rodolphe, il n'est pas juste de dire que nous faisons le choix de privilégier une certaine catégorie d'agriculteurs. Il serait plus juste de dire que nous faisons le choix de privilégier une méthode de production sur notre territoire qui nous permet de tenir justement dans ces limites planétaires. Et puis, la part des agriculteurs locaux est tout à fait valable dans cet engagement-là. Je veux dire, quand on annonce un objectif à 75% de bio et local dans nos collèges, nous ne discriminons pas les agriculteurs locaux. Et puis sachez une chose, dès qu'on fait du bio, on fait du local. Et vous le savez très bien avec le projet de cantine, le projet de cuisine centrale dans le Sud-Loire, la fabrique. 83% des produits bio consommés en France sont produits en France. Et puis, je voudrais terminer sur la non-exécution du budget. Bon, j'entends la remarque. Je suis pas d'accord. Je vous trouve dur parce que déjà ce projet s'élabore dans un contexte où nous avons évidemment perdu en compétences, donc il faut saluer quand même l'effort politique. Ensuite, parce qu'au regard des moyens contraints dont nous disposons, l'effort politique est bien maintenu. Et je vous remercie de votre question parce que elle va permettre peut-être, pour conclure, d'illustrer en quoi l'alimentation est déjà transversale dans cette collectivité. Sur le volet restauration collective, nos appels à projets sur l'agriculture, quasi 1 million d'euros en 4 ans. Les appels à projets manger local et bio dans les collèges, 122
1000 € en 3 ans. Sur le volet accessibilité sociale, situation de fragilité agricole, c'est plus de 450 000 € en 4 ans. La tarification solidaire dans les cantines. Donc là, si on n'est pas dans l'opérationnel, allez demander au service de l'éducation du département et allez demander aux gestionnaires dans les collèges si cette mesure-là, elle n'est pas opérationnelle. 1 million d'euros. Épicerie sociale et aide alimentaire. 520 000 € en 2 ans. Je pourrais aussi parler des chantiers d'insertion. C'est l'équivalent de 120 à 130 ETP en insertion soutenus par la vice-présidence de Jérôme Allemagny. Les payants, 735 000 € en 4 ans. Voilà, mis bout à bout, ça fait presque 4 millions d'euros sur 4 années. Je pense qu'en matière d'exécution budgétaire, ça pèse quand même pas mal. Et c'est important de le faire dans un contexte où les agriculteurs sont en difficulté. À quoi, bien entendu, mon collègue Jean Charrier, j'y pense maintenant, pourrait rajouter les à peu près 6-7 millions d'euros déboursés par le département, versés aux communes via le fonds école, pour construire, restaurer ou agrandir les restaurants scolaires. Et je crois que le projet de la fabrique Sud-Loire a bénéficié d'1,3 million d'euros. Alors oui, il était temps de rendre visible notre action et tous les professionnels qui se mobilisent derrière. Je vous remercie. Merci.